Bonjour à tous, bienvenue sur ce e-café où on a le plaisir d'accueillir Helmut Mood, professeur à Paris Dauphine PSL. Avec lui, vous savez que Helmut Mood est donc spécialiste d'économie internationale et il est l'auteur de travaux fondateurs sur les relocalisations et aussi donc sur les délocalisations. Et donc, avec lui, on va explorer ce thème qui est au cœur de l'actualité, puisque vous êtes tous au courant que la crise sanitaire a entraîné des questions importantes sur les chaînes de valeur mondiales, sur leur localisation, sur la dépendance aussi de certaines productions stratégiques, donc notamment les médicaments, aussi les masques, etc., à donc des importations notamment de Chine. Et donc pose la question de la relocalisation et puis aussi de la pertinence de certaines délocalisations. Alors on va aller certainement avec Elias Mood au-delà du temps présent et pour regarder les choses sur un temps un petit peu plus long, pour voir en fait est-ce qu'il y a un mouvement. Donc il y a un mouvement, il y a eu un mouvement de délocalisation. Ce mouvement en fait, est-ce qu'il va se prolonger? Et y a-t-il un mouvement de relocalisation? Quels sont les déterminants en fait de ces localisations, relocalisations? Et avec lui, on va se poser la question de savoir est-ce qu'il est possible de faire machine arrière également. Donc c'était le titre d'un de ces papiers que je vous invite à lire sur le site d'Alternative économique. Voilà, on vous mettra des ressources complémentaires sur le site du printemps. Il y a notamment une tribune à The Conversation et un papier pour Alternative économique qui sont d'utiles prolongements de cette session. Très bien, on va démarrer par une présentation par Elias Moumoud. Merci à tous. Oui, je voudrais dire un petit mot de bienvenue. Merci Rémi pour ta présentation. Donc, merci à Helmut Mood d'avoir accepté d'intervenir ce matin. Nous avons eu un record d'inscriptions. Vous êtes plus de 300 connectés. Ce e-café est fait en partenariat avec l'Université Paris-Dauphine. Paris-Dauphine qui, depuis l'année dernière, est mécène du Printemps de l'économie. Donc, un grand merci à Paris-Dauphine et un grand merci à Helmut Mood d'avoir accepté cette invitation. C'est à toi. Tu peux y aller. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs du Printemps de l'économie de m'inviter à présenter cette question des relocalisations qui a repris un sens dans les débats aujourd'hui, mais vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'on en dit. Et je suis particulièrement heureux de pouvoir en parler, puisqu'effectivement, comme l'a dit Rémi Janin, j'ai été le premier à avoir, en France en tout cas, travaillé sur ces questions de relocalisation, dans un sens beaucoup plus large, qui est la question de savoir comment des économies récupèrent des avantages comparatifs perdus. En d'autres termes, lorsque vous regardez la théorie du commerce international, vous voyez que vous pouvez perdre vos avantages comparatifs dans certains secteurs, en gagner dans d'autres. Moi, mon travail, ça a été de montrer que grâce au progrès technique, à l'innovation, on peut inverser la dynamique des avantages comparatifs et récupérer des avantages comparés dans des secteurs jugés dépassés, traditionnels ou arrivés à maturité selon les différentes théories. Donc c'est un phénomène plus large que la question simplement du retour des entreprises dans les pays d'origine. Alors, je voudrais d'abord partager mon écran là pour vous montrer. Alors, c'est celui-ci. Est-ce que je suis bien là? Est-ce que vous voyez bien mon écran là? Oui, tu n'es pas en plein écran, mais on voit ton diaporama. Ok, et là vous le voyez. Bon. Tu es en plein écran, c'est super. D'accord. Bon, alors en fait, si vous voulez, si vous regardez un petit peu les choses, je voudrais introduire un peu le sujet. Vous avez eu cette intervention du président de la République le 31 mars qui a dit qu'il faut produire plus sur le sol national pour réduire la dépendance. Et que cette réduction de la dépendance est un enjeu stratégique. Bon, c'était des effets d'annonce qui étaient dus au choc psychologique que chacun a pu observer et subir du fait de la crise d'approvisionnement dans le secteur des médicaments en particulier qui, on s'est rendu compte, venait pour 80% à peu près en termes de principes actifs de deux pays, l'Inde et la Chine. Et ça a été un choc assez majeur dans les consciences qui a amené le président de la République à faire cette déclaration. Il n'a pas été suivi de faits ni de mesures, mais en tout cas, c'était une
une déclaration. Alors ensuite, évidemment, les gens prennent au mot les déclarations et vous avez un sondage qui montre que 9 Français sur 10 demandent au président de relocaliser. Et ce sondage est venu après cette déclaration, d'ailleurs. Alors, donc en fait, il y a un débat. Est-ce qu'on peut décréter les relocalisations dans des secteurs stratégiques? Qu'est-ce que sont les secteurs stratégiques? Est-ce que c'est une vraie fausse bonne idée, comme vient de dire une collègue dans Le Monde cette semaine? Mais c'est pas, pour moi, est-ce qu'on peut décréter ces relocalisations? Dans quel secteur? Pour quel objectif? Quel outil? Mais avant tout ça, il faut savoir de quoi on parle exactement. Et je trouve qu'il y a une confusion majeure sur le débat public là-dessus. D'abord, ce n'est pas une idée, la relocalisation, c'est un fait. C'est ce que je disais à l'instant, c'est le fait de revenir après avoir délocalisé dans un pays, en particulier un pays à bas salaire. Donc, ce n'est pas une idée, c'est un fait. Un fait plus ou moins marginal selon les pays, plus ou moins important, qui prend des allures différentes selon l'histoire. Par exemple, c'est un mouvement qui a commencé dès les années 1979. On a eu les premières relocalisations, ça fait il y a très longtemps, et à l'époque, les pays récepteurs de chaînes d'assemblage délocalisées, c'était les pays d'Asie du Sud-Est de l'époque, Singapour, Corée, Taïwan, etc. Vous aviez aussi l'Irlande qui avait créé une zone franche, et on avait des premières relocalisations assez éparses, assez marginales, qui venaient vers les États-Unis, dans les circuits imprimés, les semi-conducteurs, l'électronique, dans différents secteurs qui avaient été massivement délocalisés déjà à cette époque vers ces pays-là. Ensuite, on a eu différentes vagues. Alors en France, ça a commencé extrêmement tardivement parce que les délocalisations elles-mêmes ont été très tardives en France. En fait, on a eu un accroissement des délocalisations en France au début des années 2000. Donc en fait, les relocalisations sont apparues au milieu des années 2000, 2005 jusqu'à aujourd'hui, avec en gros, selon mes bases de données, on a une 250 cas au total. C'est pas énorme. Hein, quand vous prenez les choses de près, vous avez une enquête de l'INSEE sur les délocalisations qui montre qu'en 2013, sur les 28 000 sociétés non financières, compagnies non financières, vous en avez seulement 5% qui ont délocalisé. Et parmi elles, sur ces 28 000, vous en avez 5% qui ont arrêté de délocaliser, qui n'ont pas délocalisé, qui avaient décidé de délocaliser, qui n'ont pas délocalisé. Ça, c'était réellement intéressant. Et vous aviez après, disons, au total, en termes d'externalisation, une dizaine de pourcentages sur les 28 000 sociétés. Donc, ce n'est pas un phénomène majeur, la délocalisation, et ce n'est pas non plus un phénomène majeur, la relocalisation, par essence, puisqu'en fait, on revient quand on a quitté le territoire. Mais je vais y revenir. Donc, c'est un phénomène qui s'est développé et qui correspond aussi à un resserrement des chaînes de valeur depuis les années 2010. Je vais y revenir dans un instant. C'est important de définir bien les choses. Ça se fait aussi, ces relocalisations ou ces délocalisations, dans un cadre législatif qui est un cadre européen. Nous sommes dans une union douanière et donc c'est le code de l'union douanière qui prime. Vous avez une situation qu'il faut bien cerner. Donc quand on va reproduire sur le sol national, il ne faut pas oublier que ça ne se décrète pas comme ça, parce qu'en fait on est dans un domaine où nous sommes sous la houlette de la politique commerciale européenne. Donc, ensuite, qu'est-ce que sont les relocalisations? Finalement, si ce n'est pas une idée, si c'est un fait, et si c'est dans un cadre législatif particulier, et si en plus, on ne peut pas vraiment les décréter comme ça, c'est quoi? Ça correspond à deux objectifs. Pour moi, une stratégie de politique industrielle de reconquête des avantages comparatifs au niveau européen, au niveau des filières, et une stratégie d'anticipation des chocs des délocalisations sur les territoires. Donc voilà vraiment comment pour moi le cadre des relocalisations doit être entendu. Donc pour conduire cet exposé, je voudrais vous traiter 4 points. Le premier, c'est inscrire les relocalisations dans le phénomène de fragmentation des chaînes de valeur, de la production, et définir bien les choses, les facteurs, les déterminants, les logiques sectorielles. On oublie que les logiques sont extrêmement intrinsèques au secteur. Et ça, là aussi, les déclarations tous azimuts, finalement, butent contre le fait que les logiques sectorielles sont extrêmement fortes. Je vais y revenir. Ensuite, je vais vous dire ce qui se passe dans un autre secteur qui est bien plus dominant que l'industrie manufacturière, qui est le secteur des services. Et des services aux entreprises, à l'intérieur de l'industrie comme en dehors de l'industrie manufacturière. Ensuite, qu'est-ce qui se passe sur les territoires et quelles propositions on peut faire
pour avoir une politique qui soit une politique faisable hein, de relocalisation qui s'inscrit dans, finalement, c'est ce que j'appelle la stratégie de reconquête des avantages comparatifs des pays et de l'Union européenne en l'occurrence. Alors, donc, relocalisation et régionalisation des chaînes de valeur mondiales. D'abord, qu'est-ce que sont les relocalisations? La première confusion à lever, c'est de savoir à quel type de délocalisation elle correspond. Puisque c'est la relocalisation, c'est l'inverse de la délocalisation, à quel type de délocalisation ça correspond. Et là, il faut être très clair. Il y a deux logiques de délocalisation et les relocalisations ne concernent pas les deux logiques, elles concernent une seule. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, la première logique, c'est les entreprises qui quittent le territoire, non pas pour substituer de la production à l'étranger à la production nationale, mais pour au contraire accroître leurs investissements à l'étranger, pour conquérir des marchés. Ce sont les fameux investissements directs à l'étranger qui passent par des fusions-acquisitions ou par des créations de filiales. Là, en fait, en l'occurrence, plus il y a des droits de douane, plus il y a des coûts de transaction, plus ça coûte cher de commercer et d'exporter, plus on va sauter les barrières pour aller s'installer sur place. Et ça dépend uniquement, effectivement, de la dynamique de la demande mondiale. Et si la demande est plus forte en Chine, en Inde, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, on va aller conquérir ces marchés. Qui va dire aujourd'hui, non, 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 vous n'avez pas le droit d'aller conquérir ces marchés. Donc, la relocalisation ne doit pas correspondre et ne correspond pas à l'inhibition de l'investissement direct à l'étranger pour aller chercher les marchés. Car ça se substitue à l'exportation. Voilà. Donc ça, c'est très clair. C'est ce qu'on appelle les délocalisations horizontales. Quand Renault fait une fusion-acquisition avec Nissan, elle fait une délocalisation horizontale par fusion-acquisition pour conquérir le marché asiatique. Et on ne demande pas à Renault de revenir ici. On demande de ne pas fermer les productions en France pour les substituer à la production en Roumanie. Mais ce n'est pas la même chose. Justement, c'est la deuxième logique de délocalisation. La deuxième logique, c'est la logique verticale. On fragmente la chaîne de valeur en morceaux, la chaîne de valeur ou la production. Autrefois, on appelait ça la décomposition internationale des processus de production. En gros, on applique la théorie de la division technique du travail et le fait de la théorie de la division technique du travail ou la division taylorienne du travail, mais on l'étend à l'échelle internationale. Donc, on va localiser différents segments en fonction des différents avantages comparatifs des pays. Donc, c'est à ça c'est de cela dont on parle lorsqu'on parle de relocalisation, parce que ces délocalisations des segments d'assemblage, des biens intermédiaires, des composants, l'outsourcing, pour des motifs de réduction des coûts et non pas d'accès au marché, c'est ça qui produit la crise d'approvisionnement que nous avons connue durant le confinement et donc la pandémie de la Covid-19. Voilà. Et donc, il faut être très clair. C'est finalement, est-ce qu'on peut, donc en termes de débat public cette fois, est-ce qu'on peut contrôler la dilatation des chaînes de valeur par les entreprises? C'est quand même elles qui décident dans cette économie-là. Et donc, je suis assez ahuri quand j'entends dire on va décréter les relocalisations dans des secteurs qui sont des secteurs liés à l'économie de marché, à moins de décider qu'on les sort de l'économie de marché, mais si on les garde dans les mécanismes de marché, alors on ne les décrète pas, on met peut-être en place des mécanismes d'incitation, et on va y revenir, mais on ne décrète pas ça. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est que les relocalisations? Je les avais définies comme ça il y a déjà longtemps, mais je pense que la définition reste valable. Au sens strict, c'est le rapatriement d'unités productives de montage, d'assemblage dans les pays de la société mère, en France par exemple. Donc, après avoir délocalisé des segments d'assemblage, de montage, ou avoir fait de l'outsourcing, de l'approvisionnement en pièces détachées, donc en biens intermédiaires en général, dans des pays lointains ou lointains à bas salaire, on rapatrie cette production en France. Le rapatriement de la production en France, stricto sensu, est assez rare. Dans les années 90, il y avait eu le groupe Nathan qui avait relocalisé la production de Hong Kong à Lannion, en Bretagne, dans le jeu électronique de l'époque. Voilà un exemple. Vous avez Geneviève Létu récemment qui avait relocalisé la vaisselle de Chine en France. Mais ça reste assez marginal, les relocalisations sont strictes. Ce qu'on observe davantage, c'est des relocalisations au sens large. Qu'est-ce que sont les relocalisations au sens large? C'est le fait que vous, au lieu de rapatrier la production dans le bassin d'emploi d'origine, ce qui est assez rare, vous revenez à proximité des marchés, sur une base régionale. Donc, c'est ce qu'on appelle la re-régionalisation des chaînes de valeur.
Au lieu de dilater vos chaînes de valeur, l'assemblage en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, très lointain dans les pays asiatiques, bah, vous décomposez toujours votre chaîne de production, mais vous la décomposez sur une région moins. C'est d'ailleurs pas tellement un problème de distance géographique que de distance technologique, et vous faites ça à proximité des marchés. Voilà, donc le bassin méditerranéen, pays d'Europe centrale et orientale, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Donc voilà les deux logiques de relocalisation. Il y a aussi dans cette acception large de la relocalisation, il faut comprendre aussi la non-délocalisation. Et je pense que c'est même plus important que la relocalisation. Pourquoi? Parce que c'est plus important, parce que finalement, il y a peu de firmes qui relocalisent. Par contre, des firmes qui s'apprêtent à délocaliser alors qu'elles elles produisent majoritairement en France et qui décident de remettre en cause leur décision de délocaliser parce que les conditions économiques se sont améliorées en France, ça c'est très intéressant du point de vue de l'industrie. Donc on voit bien que la relocalisation, c'est qu'un élément qui s'inscrit dans une politique plus large, qui est une politique industrielle, de réindustrialisation éventuellement. Quels sont les facteurs de la relocalisation? Vous en avez 6. Qu'on peut mesurer d'ailleurs, on l'a fait dans certains travaux tout à l'heure, ça a été indiqué dans la présentation. Le premier facteur, c'est un facteur classique, c'est le progrès technique, c'est la robotisation des chaînes d'assemblage, des processus de production. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une approche sectorielle, parce que tous les secteurs ne sont pas candidats à la robotisation. Donc là, on a un phénomène qui est un phénomène classique du progrès technique. Vous substituez du capital au travail, vous réduisez la part du coût de main-d'œuvre dans le coût total, et vous pouvez à ce moment-là inverser les différences de coûts salariaux par unité produite, car c'est ça quand même qui compte, c'est le rapport entre les salaires et la productivité, entre la Chine et la France ou la Chine et les États-Unis. Et donc, le fait de délocaliser devient moins intéressant compte tenu de ce coût de production stricto sensu dans l'industrie manufacturière. Donc, la robotisation des processus de production autorise deux phénomènes, deux effets clés. Un effet classique du progrès technique de réduction de la part du coût de main-d'œuvre dans le coût total. C'est ce qu'on a vu, par exemple, dans l'industrie des semi-conducteurs, qui a relocalisé bien avant, parce qu'en fait, pour assembler des puces électroniques, on avait 40% de coût de main-d'œuvre dans le coût total de l'assemblage, et grâce à la robotisation, on est passé à 4%. Donc, on a divisé par 10, si vous voulez, la part du coût salarial dans le coût total d'assemblage par la robotisation. Donc, en fait, le premier effet, c'est un effet, si vous voulez, ricardien, en gros, d'inversion des différences d'avantage-coût entre le pays d'origine et le pays d'accueil ou le pays de délocalisation, la plateforme de délocalisation. Il y a un deuxième effet du progrès technique qui est bien intéressant, c'est qu'avec les technologies numériques auxquelles on a à faire face, avec les technologies de l'information et de la communication, on peut fabriquer une variété élevée d'un même bien sans occasionner de coûts irrécupérables du capital. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut faire des économies de variété, pas seulement des économies d'échelle, mais des économies de variété, dans le sens où on peut produire la Twingo, la Clio, etc., avec les mêmes équipements de production, les mêmes robots dont on change les interfaces, sans occasionner de coûts irrécupérables du capital, c'est-à-dire des coûts perdus du fait qu'avec les technologies anciennes, on était obligé de changer d'équipement pour produire la Clio ou la Twingo, etc. Donc ça autorise la production, et c'est aussi un des problèmes des crises d'approvisionnement auxquelles on a eu à faire face, c'est que ça autorise des productions en petite série, très personnalisées, qui collent au plus près de la demande, mais qui évitent les stocks, justement. Et donc, en fait, ça s'accompagne en général de juste à temps. Alors, vous me direz, si on fait du juste à temps à ce moment-là, pourquoi délocaliser? Parce que les entreprises, certaines d'entre elles, peuvent concilier délocalisation dans les pays à bas salaire et réponse rapide à la demande, parce qu'il y a d'autres types de coûts qu'elles peuvent économiser. Donc, voilà le premier facteur qui est un facteur clé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce facteur robotisation ne concerne pas tous les secteurs, il concerne les secteurs solides pour lesquels il n'y a pas d'obstacle technique à la robotisation. Donc, automobile, bois, mécanique, tout ça, électronique, tous ces secteurs à matière solide ne rencontrent depuis longtemps aucun obstacle technique à la robotisation et à l'automatisation. Ce qui n'est pas le cas des secteurs à matière souple, comme le textile, le cuir, l'habillement, la chaussure, etc., dans lesquels il n'y a pas encore de robots efficaces capables de manipuler des matières souples, et d'où la délocalisation qui se poursuit. Donc, la relocalisation, elle est évidente par la robotisation dans un contexte d'où l'intérêt réel faible, voire négatif. Les entreprises sont incitées à emprunter pour s'équiper en robots, mais dans les secteurs à matière solide, pas dans les secteurs à matière souple, encore une fois.
Donc voilà une première distinction sectorielle, c'est la distinction en fonction de la nature des processus de production, des tâches, si vous voulez. Le deuxième élément, c'est la hausse des coûts salariaux unitaires, qui est un peu un corollaire de cette idée de l'intérêt à robotiser. Si les coûts salariaux unitaires augmentent en Chine, ce qui est le cas, alors, je peux vous montrer quelques données. Voilà, ça, j'aime bien ce graphique que j'ai emprunté à Patrick Artus. Nous, on a fait des calculs similaires, donc c'est un Natixis ici. Vous avez les coûts salariaux unitaires et vous voyez que durant les années 2000, en particulier depuis 2002, hein, en gros, jusqu'en 2016, vous avez des dynamiques de coûts salariaux unitaires qui ont augmenté beaucoup plus vite en Chine qu'ils l'ont augmenté dans les pays de l'OCDE. Hein. Vous voyez, les pays de l'OCDE, c'est la courbe de gauche en trait pointillé, et les pays, la Chine par exemple, et l'ensemble des émergents, c'est la courbe noire en foncé. Et donc, on a donc un accroissement plus rapide des coûts salariaux unitaires, c'est le rapport entre les salaires et la productivité. Pourquoi? Parce que les salaires ont augmenté très fortement en Chine, mais la productivité a augmenté beaucoup moins vite que n'ont augmenté les salaires. Donc, évidemment, le rapport salaire sur productivité s'est accru et donc a même convergé vers celui des États-Unis dans bien des cas. Et vous avez le graphique à droite qui montre la part des produits assemblés en Chine dans les exportations totales de la Chine. Et bien, vous avez une réduction très drastique de cette part, puisqu'elle était à peu près de 60% dans les années 2000, elle est passée à 30% dans les années 2016-2017. Donc vous avez un phénomène où finalement, il n'est pas si intéressant que ça de délocaliser en Chine lorsque les coûts salariaux unitaires augmentent, et en plus lorsque l'on peut automatiser les chaînes d'assemblage. En revanche, si on est dans l'habillement, mais que les coûts salariaux unitaires augmentent en Chine, eh bien, on va au Vietnam, on va en Éthiopie, on fait ce que j'appelle des délocalisations itinérantes pour faire face à la variation des coûts salariaux unitaires. Et là, c'est assez facile parce que les firmes sont équipées en logistique, elles savent bien gérer les flux et ça vaut le coup de réduire les coûts par l'utilisation de sous-traitants qu'on met en concurrence tous azimuts, ce qui n'est pas la même chose pour les médicaments, et je reviendrai sur les médicaments tout à l'heure. Alors, donc, deuxième facteur clé, la hausse des coûts salariaux unitaires dans les pays émergents, dans les pays en développement. Troisième facteur, la sensibilité à la variation de la demande. Ça, c'est très important parce qu'en fait, dans les pays développés, on a atteint le stade de saturation des besoins primaires. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, hein, les vêtements, l'alimentation, etc. Les besoins primaires sont relativement saturés, mais la demande est une demande de renouvellement sans cesse de gamme qui est poussée par l'innovation de produits. Et donc, en fait, il faut là aussi être capable de répondre très vite à la demande, à sa variation. Et sa variation n'est pas forcément quantitative pour une seule gamme, elle est généralement de plus en plus qualitative, en passant d'une catégorie d'une variété de produits à l'autre. Donc, il faut être au plus près du marché pour pouvoir réagir. Encore une fois, ce n'est pas un problème de distance physique, c'est vraiment un problème de distance, d'efficacité technologique et de capacité à faire des réassorts et à répondre très vite à la variation de la demande. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Geneviève Détu. Elle avait délocalisé sa vaisselle en Chine et la vaisselle revenait dans des états qui n'étaient pas corrects. Donc, c'est aussi un problème d'imperfection du produit final. Et elle perdait en part de marché ce qu'elle gagnait dans le domaine des coûts salariaux. Voilà. Donc ça, c'est un élément important qui aussi nécessite, surtout quand les entreprises sont passées par des effets de mode, par le jeu aussi des consultants qui ont beaucoup poussé à ça, à des organisations en juste à temps. Vous vous souvenez de cette histoire japonaise, juste à temps, zéro stock, ça a été appliqué dans beaucoup d'entreprises comme un principe de bonne gestion et de réduction des coûts. Ça a permis aussi d'être effectivement très proche de la demande, la variation de la demande, mais en même temps, ça a posé un autre type de problème. Et là aussi, tous les secteurs ne sont pas concernés de la même manière par la variation de la demande, parce qu'il y a des secteurs, ça concerne surtout les secteurs de biens de consommation finale, ceux qui vont à la consommation finale des ménages. Les biens intermédiaires sont moins concernés par cette logique, par ce facteur. La sensibilité aux coûts de transport, de transaction et aux coûts environnementaux, c'est le quatrième facteur, et c'est un facteur majeur. Pourquoi c'est un facteur majeur? Parce que les coûts de transport peuvent annuler les différences de coûts salariaux
entre le pays atelier dans lequel on veut produire et pour réimporter le produit final et la France, par exemple. Et donc, évidemment, plus les secteurs sont volumineux, les produits sont volumineux, pondéreux, lourds, plus la part du coût de transport dans les valeurs exportées est élevée et plus ça peut réduire l'écart de coût. Et donc, en fait, ça ne donne pas d'avantage à délocaliser si les coûts de transport augmentent. Contrairement aux délocalisations horizontales dont je vous parlais tout à l'heure, où effectivement, quand les coûts de transport augmentent, ou les droits de douane augmentent, ou les coûts d'accès au marché augmentent, l'exportation devient moins efficace. Et là, on passe par l'investissement direct. Ici, pour les délocalisations verticales, lorsque les coûts de transport augmentent, ça réduit la dilatation des chaînes de valeur. Donc, on observe bien une recomposition des chaînes de valeur sur des bases régionales, une re-régionalisation qui ne se traduit pas par la fin de la mondialisation, mais par une autre type de mondialisation qui est une mondialisation de plus en plus régionalisée. Et ce phénomène d'accroissement des coûts de transport et des coûts de transaction, évidemment, s'amplifie lorsqu'on intègre les coûts environnementaux, les coûts liés à l'émission de gaz à effet de serre. Et si on avait la possibilité de mettre une taxe carbone, évidemment, sur les coûts de transport liés à la fragmentation des chaînes de valeur, ça réduirait très nettement l'intérêt à délocaliser, à dilater les chaînes de valeur, les processus de production, de manière à exploiter au maximum les différences d'avantages comparatifs. Donc ça, c'est un élément important. Dans une politique de relocalisation, la politique environnementale, effectivement, est fondamentale. C'est même peut-être l'un des leviers les plus importants, cette taxe carbone, pour inciter les firmes à moins dilater leur chaîne de valeur plus azimut. Le cinquième facteur, c'est le mode de concurrence dominant dans le secteur. Ça, c'est extrêmement important. Là aussi, vous voyez bien que par rapport aux annonces qu'on fait, ne pas tenir compte de cela est assez problématique. Qu'est-ce que j'entends par le mode de concurrence dominant dans le secteur? Vous avez des secteurs pour lesquels le mode de concurrence dominant, c'est la course à l'innovation. C'est le cas de la pharmacie, par exemple. On a vu ça avec les groupes pharmaceutiques. Qu'est-ce que font les groupes pharmaceutiques? Ils sont très peu nombreux au niveau mondial. Ils se partagent le marché et ils ont, donc on est dans une concurrence oligopolistique, et le mode de concurrence dominant, c'est la course à l'innovation, c'est la capacité à mettre de nouveaux médicaments, donc la recherche-développement est le bloc de compétences essentiel. À côté de ça, vous avez le marketing qui est l'autre bloc de compétences fondamentales. Et au milieu, vous avez une chaîne de valeur qui est assez classique, c'est celle de la fabrication de médicaments, et c'est celle-là qu'on a délocalisée massivement en Inde et en Chine. Donc, en fait, dans ces secteurs, si le mode de concurrence dominant, c'est l'innovation, bien, c'est simple. Je veux dire, c'est simple, c'est rationnel de la part des entreprises de délocaliser. Elles ont opéré ce qui leur permet le plus facilement de résoudre une équation qui est, des dépenses de recherche et développement élevées. C'est quand même 12 à 15% du chiffre d'affaires des entreprises, qui est parmi les plus élevés. La pharmacie est classée dans les secteurs de haute technologie, eu égard aux critères de recherche et développement sur la production, le chiffre d'affaires. Et donc, il y a effectivement, même si une partie de la recherche et développement est socialisée grâce aux laboratoires publics, à la recherche et l'innovation qui vient de la sphère publique, donc il ne faut pas se tromper sur le fait qu'une partie de la recherche et développement de la pharmacie est quand même socialisée. La demande aussi est socialisée sur le plan de la sécurité sociale, par exemple. Vous avez quand même à faire face à ces brevets à déposer, dont la durée de vie a augmenté, elle est passée de 12 ans à 20 ans grâce ou à cause des accords sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce qui sont passés en 1995 aux accords de Marrakech à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc en fait, ça incite les firmes à innover, mais en même temps, il faut bien trouver des financements. Et les financements pour financer l'innovation, qui est assez risquée, la recherche et développement qui est assez risquée, elle provient évidemment des actionnaires qui vont favoriser ce type de financement risqué, qui vont aussi donner une valeur à quelque chose qui n'a pas nécessairement un prix de marché. Et vous avez des actionnaires qui peuvent aussi faire prendre des risques assez majeurs aux entreprises pour leur demander des retours sur investissement importants. Et donc, d'où aussi la tentation des groupes pharmaceutiques d'organiser une chaîne de valeur
entre la recherche et développement et le marketing, qui est extrêmement taylorienne, extrêmement classique, avec des composants, des principes actifs fabriqués, assemblés pour faire des médicaments en Chine et en Inde, pour bénéficier de différences de coûts de main-d'œuvre à des niveaux de productivité quand même élevés, puisqu'on a affaire à des main-d'œuvre à des écosystèmes dans lesquels vous avez la main-d'œuvre qualifiée. Et donc, ça vaut le coup. Et c'est pour ça que les groupes pharmaceutiques ont fait prendre ces risques à la collectivité. Hein. Ça, c'est la différence avec la chaussure de sport. Parce que l'autre secteur qui fonctionne comme la pharmacie, c'est la chaussure de sport. Adidas, Nike, etc. Pareil, deux blocs de compétences, la recherche et développement, le marketing. Au milieu, les tiges de la chaussure. Une fois qu'on a découvert la nouvelle chaussure miraculeuse qui va vous faire courir très vite, eh bien, c'est du standard. Et donc là, les groupes Nike, Adidas vont les sous-traiter dans des pays en Asie en fonction du moins 10 ans en termes de coûts. Voilà. Il y a ce que j'appelle une combinaison de deux logiques de division du travail, une logique technique et une logique cognitive. La logique cognitive, c'est de rassembler l'excellence pour faire de l'innovation. Et puis de l'autre côté, la logique technique, la logique taylorienne, c'est vraiment profiter au maximum des écarts de coûts pour minimiser les coûts à l'intérieur de chaque segment. Et tout cela en essayant évidemment de ne pas avoir de coûts de transaction trop élevés pour réintégrer les morceaux. C'est ça qui fait qu'ensuite, ça ne devient pas efficace si les coûts de transaction deviennent trop élevés. Coûts de transport, coûts de droits de douane, etc. Voilà pour le mode de concurrence dominant lié à l'innovation. Mais si le mode de concurrence dominant, c'est les coûts, comme dans l'habillement, le textile, etc., ben là, la tendance à délocaliser va se poursuivre parce que c'est un facteur qui est important à moins que l'on puisse robotiser, encore une fois, les chaînes d'assemblage, la couture. Le jour où on aura un robot capable de manipuler super bien les matières souples, alors là, le regain de compétitivité pour l'industrie sera important. Enfin, dernier facteur qui n'est pas souvent cité, mais qui est vraiment extrêmement important, c'est les rapports entre les distributeurs et les fabricants. Et ça, ce n'est pas un mythe. Quand vous avez des fabricants qui sont atomisés, comme dans le cas français, de petite taille, contrairement aux firmes allemandes, et des distributeurs qui sont au contraire de grande taille, c'est très bien qu'il y ait des grands distributeurs qui soient compétitifs à l'échelle mondiale, mais face aux fournisseurs, on le voit dans l'agroalimentaire, mais on le voit aussi dans d'autres secteurs, eh bien, le fait de transférer des charges sur les fabricants pousse les fabricants aussi à délocaliser tous azimuts. On a donc des relations intrafilières qui peuvent jouer en faveur de la délocalisation, alors que ce n'est pas forcément utile. Les relocalisations doivent être observées au niveau sectoriel parce que les logiques sectorielles sont extrêmement importantes. Et vous avez vu qu'en gros, il y a 4 ou 5 critères clés qui permettent de faire des hypothèses sur la relocalisation ou la non-délocalisation. La robotisation, ça concerne les tâches, la nature des tâches, robotisables ou pas. La question de savoir si les coûts de transaction, les coûts de droits de douane comptent ou pas dans la valeur exportée des biens. Donc, c'est ce que ça freine la dilatation des chaînes de valeur. Évidemment, plus les produits sont pondéreux, plus ils sont lourds en quelque sorte, et plus ils coûtent en coût de transport, plus ça favorise l'incitation à relocaliser. Il y a également de l'incitation à relocaliser qui est liée au fait que certains secteurs sont des secteurs à externalité forte pour la collectivité. Je parlais de la pharmacie. C'est dommage parce que j'ai pas mal parlé de la pharmacie là, tout à l'heure, tout seul, sans public. Et donc là, effectivement, la course à l'innovation, c'est le mode de concurrence dominant dans certains secteurs et ça joue un rôle clé dans l'organisation des chaînes de valeur. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous parler de ça pour la pharmacie, l'industrie pharmaceutique, en vous disant qu'en fait, elle combine deux types de logiques de division du travail, cognitive et taylorienne, enfin, j'y reviendrai. J'avais montré ces graphiques-là sur les coûts salariaux. On n'a pas vu tout ça, non. Vous n'avez pas vu ça, par exemple? Non, pas du tout. Non. Celui-ci, oui. Celui sur le coût salarial, oui, de Natixis, on a vu. Ouais, ok. Alors celui-ci, vous l'avez vu aussi, le recul de la Chine? Je crois que c'était au moment où on s'est interrompu. Voilà. D'accord. Donc ce que je disais en fait, c'est que depuis les années 2010, on observe un recul j'avais montré aussi ce graphique-là qui est issu du travail qui a été fait par Gaulier, Ounal et Soulman récemment, 2019, qui mesure l'évolution de la part du commerce de biens intermédiaires dans le total des importations et qui montre qu'effectivement, il y a une baisse relative en valeur, en tout cas, du commerce de biens intermédiaires,
mais qui est davantage lié à un resserrement des chaînes de valeur. On voit que ce qui est en bleu là est très corrélé avec ce qui est en orange, puisque en fait c'est la participation en chaîne de valeur qui a reculé et qui s'est fortement régionalisée. Hein. Donc on a affaire à une re-régionalisation des chaînes de valeur mondiales et pas forcément à une relocalisation des fragments de la production dans les pays d'origine. J'avais aussi montré que les logiques sectorielles étaient très importantes parce que dans l'industrie, il y a des services. Et dans l'industrie, il y a des services. Donc, si vous regardez, par exemple, ce qui se passe dans l'industrie automobile, dans l'industrie automobile, vous avez 22% de valeur ajoutée, vous avez 32% de consommation intermédiaire venant du secteur lui-même, et vous avez 46% de consommation intermédiaire qui viennent d'autres secteurs, ce qui est en orange et qui est décomposé dans le camembert de droite. On voit qu'il y a de l'électronique, il y a des services, beaucoup de services, pour 17% à peu près, de la chimie, des plastiques, etc. Et donc, c'est cette partie-là des biens intermédiaires qui viennent d'autres secteurs dont les firmes choisissent soit d'externaliser en domestique, soit de garder en France, soit de sous-traiter et de se fournir à l'étranger en fonction des différents types de secteurs. Et j'avais indiqué aussi que, en fait, les secteurs étaient touchés assez différemment par la modularisation des chaînes de valeur. Vous savez, les chaînes de valeur, c'est quoi? C'est des industries modulaires. Plus on peut avoir des systèmes, des sous-systèmes, comme dans l'industrie. Regardez, chacun d'entre vous, peut-être, a déjà eu l'expérience de faire un avion en maquette, une maquette d'avion, ben vous avez ça. Vous avez plein de composants intermédiaires qui se décomptent, et qui des sous-systèmes, de moteurs, qui s'assemblent. Et là, on voit que dans l'industrie pharmaceutique, on voit les types de produits qui sont les plus fragmentés. Il y a une partie en bleu qui est domestique et une partie en bleu clair qui est fournie à l'international. On voit que c'est, par exemple, qui délocalise le plus les services dans l'industrie, c'est télécom, équipements télévisés, les ordinateurs et les autres activités liées aux ordinateurs également. Dans les secteurs à forte modularité, vous allez avoir quelque chose qui va se produire et qui concernait mon deuxième point, qui était le point sur les services. Vous allez avoir une accélération de la délocalisation, de la délocalisabilité dans les services aux entreprises. Alors là, je cite une étude de l'OCDE de 2019 qui montre que dans les pays d'OCDE, vous avez à peu près en moyenne entre 25 et 60% selon les pays, donc 40% en moyenne, d'emplois dans l'industrie manufacturière qui sont des emplois de service. Et des emplois de service qui sont les opérations de transport, de marketing, de management, de recherche-développement et d'autres types d'opérations servicielles, d'emplois serviciels au cœur de l'industrie. En France, vous avez 12% de l'emploi total qui est dans l'industrie. L'emploi manufacturier, c'est 12%, contre 18% en Allemagne. Vous avez 76% de nos emplois qui sont dans l'industrie, dans les services, dont une bonne quarantaine de pourcents qui sont dans les services aux entreprises industrielles. Donc, en fait, vous avez quand même un risque assez important que les firmes qui vont relocaliser les secteurs industriels, les activités industrielles, qui reçoivent encore une fois ceux qui sont candidats naturellement à la relocalisation, et qui vont être incités à délocaliser davantage les activités de service. Alors là, par exemple, vous voyez dans l'industrie manufacturière, on a en bleu le matériel, l'industrie manufacturière elle-même, et en vert et en gris les services offerts. Et on voit que c'est une part qui est assez importante, selon dans la moyenne des pays de l'OCDE. Et si vous regardez les emplois, les emplois serviciels dans l'industrie, ils sont plutôt dans les problématiques informatiques, les core process, le management aussi, la recherche-développement, le transport, c'est moins délocalisable. Voilà la répartition entre interne, local et importé. Donc, une part qui reste raisonnable est importée. Cette part des délocalisations dans les services est passée de 10% dans les années 2000 à peu près à peu près 20%. Elle a presque doublé en quelques années, en 2014. Donc, en fait, on a une tendance déjà qui s'est dessinée à la délocalisabilité des services. Vous savez, les services ont cette caractéristique d'être
des biens qui doivent être consommés et produits en même temps. Il y a une synchronie de temps. Là, par exemple, je vous parle, mon service existe que quand vous avez reçu mon message. Et donc, il ne s'agit pas d'un service payant, mais d'un service gratuit, mais c'est en l'occurrence télémédecine, etc., quand vous regardez tout ça. Donc, l'expérimentation qu'on est en train de faire des technologies numériques va accroître, amplifier, à mon avis, la tendance à délocaliser des emplois serviciels. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir un effet d'apprentissage, de maîtrise de ces technologies. Ça crée des problèmes, puisqu'on a eu une interruption tout à l'heure, donc il peut y avoir des fractures numériques, mais cette tendance va se poursuivre. Donc il ne faut pas regarder que l'industrie matérielle, disons, il faut regarder l'immatériel. Si on va avoir une démondialisation réelle, peut-être, on aura simultanément une hypermondialisation immatérielle, voilà, ou numérique. Donc, il faut vraiment, pour moi, avoir une vision très précise des choses, parce que sinon, on dit un peu n'importe quoi, ou aussi on favorise des illusions sur une démondialisation complète, ce qui n'est pas le cas. Donc, si vous regardez pays par pays dans cette étude de l'OCDE que je citais de 2019, vous avez des pays pour lesquels le taux d'approvisionnement service dans l'industrie externe, internationale, est très élevé. C'est ce qui est en bleu clair là. Hein. C'est l'Irlande, les Pays-Bas, l'Irlande. La France, ça reste encore limité. Donc, ceci risque de s'accroître dans le futur. Voilà. Donc, si vous voulez, j'avais été un peu plus détaillé sur les groupes pharmaceutiques. J'avais passé pas mal de temps sur les stratégies de comportement de marge, etc. Mais je reviendrai éventuellement dans la discussion. Pour l'instant, je vous signale simplement que pour moi, le constat, c'est que l'industrie est candidate à la relocalisation, l'industrie manufacturière, au sens large, et plutôt à la non-délocalisation qu'à la relocalisation stricto sensu, et que, en revanche, ce qui va se passer dans les services va être une accélération de la délocalisabilité, puisque les technologies numériques vont autoriser la synchronie de temps entre la production et la consommation, tout en autorisant la dispersion géographique, la déconnexion géographique. Alors que jusque-là, sans les technologies de l'information, la télémédecine n'existait pas, donc le service médical, il n'existait que lorsque vous étiez à côté de votre médecin. Voilà. En gros, c'est l'exemple le plus typique qu'on peut donner, mais ça concerne là l'industrie manufacturière elle-même. Le dernier point que j'avais abordé tout seul dans mon coin tout à l'heure, c'est le fait que si les délocalisations ont un impact relativement limité au niveau macro. Et c'est ça a été peut-être ça aussi l'erreur des économistes, c'est de croire trop longtemps en la théorie de la compensation. C'est-à-dire qu'ils ont considéré quoi? Enfin, moi, ça fait très longtemps que je ne me mets pas complètement là-dedans, parce que je critique, que je dis qu'il y a une crise de la compensation. La compensation entre quoi et quoi? Quand vous avez un choc des délocalisations qui est au niveau macro, comme c'est le cas en France, c'est 5% des emplois qui sont détruits du fait des délocalisations verticales dont on parle là, ça ne veut pas dire pour autant que les effets locaux ne sont pas extrêmement élevés. Donc en fait, les effets des chocs des délocalisations ou des mondialisations ne sont pas des effets moyens qu'il faut observer en moyenne nationale, mais sont des effets extrêmement localisés. Donc il n'y aurait pas de problème si la théorie de la compensation de type Escher-Rollin, Samuelson, en d'autres termes, on perd la spécialisation dans les secteurs traditionnels ou dans lesquels on n'a pas d'avantage comparatif, on le récupère dans d'autres secteurs, les emplois se recomposent par des effets de compensation, pas de problème. Si on avait une mobilité parfaite de la main-d'œuvre entre les territoires, il n'y aurait pas de problème. Parce que lorsqu'un territoire est choqué par les délocalisations, mais ces emplois pourraient partir ailleurs. Les travailleurs pourraient, là où il y a des besoins d'emploi. Mais en fait, ni les compensations intersectorielles ne fonctionnent à court terme ou moyen terme, ni la compensation par la mobilité géographique ne fonctionne. Donc les 5% de choc des délocalisations au niveau macro, ça donne au niveau local des choses qui peuvent être très compliquées et qui ensuite, dans les représentations publiques, vont être extrêmement amplifiées. Alors les économistes disaient jusque-là, oui, c'est pas très grave parce que ça ne représente pas grand-chose dans les destructions d'emplois. Je me rappelle de ce papier de Krugman qui disait la mondialisation n'est pas coupable parce qu'en effet, c'est le progrès technique qui détruit le plus d'emplois dans l'industrie manufacturière, plus que les délocalisations, beaucoup plus. Mais la question, c'est de savoir pourquoi l'effet local est différent. Et quel est l'impact de l'effet local? Et là, on a fait un papier, donc une étude avec Jenka et Miotti qu'on a publié dans EcoStat
l'économie statistique en 2017, où on mesure la vulnérabilité des territoires, des zones d'emploi au choc des délocalisations. Et on observe quoi? On observe que certains territoires sont touchés, mais vraiment fortement, en termes de probabilité d'avoir un choc de délocalisation par rapport à d'autres. Donc, ils sont peu nombreux, bien sûr, mais quand ils sont touchés, ils ne sont pas touchés pour 5% de leurs emplois, mais beaucoup plus. Donc, l'impact local est un impact fort qui n'est pas nécessairement compensé par la mobilité géographique. Donc, en fait, la politique de délocalisation, enfin, la politique de relocalisation, elle doit aussi considérer ce genre de choses. C'est-à-dire qu'au fond, on a des éléments d'impact locaux qui peuvent être extrêmement forts. Donc ensuite, dans les représentations publiques, bien sûr que la délocalisation et la mondialisation prend un impact tout à fait considérable. Alors, on a fait une étude en 2013 à l'époque, ça s'appelait le ministère du redressement productif. On a regardé les relocalisations et on les a classées, je ne vous dis pas comment, vous pouvez aller voir l'étude. On a classé les zones d'emploi en 6 catégories. Les zones d'emploi rouges, là, c'est celles qui sont… les zones d'emploi, c'est le découpage de l'INSEE du territoire en zones d'emploi. Les zones d'emploi, c'est des zones où, en fait, où travaillent et vivent les gens. Grosso modo, il y a 322 zones d'emploi. Ce n'est pas des territoires administratifs, c'est des territoires économiques, disons, destinés par l'INSEE pour pouvoir raisonner sur les effets, même si c'est exogène, sur les effets justement locaux et ce qui se passe dans les bassins d'emploi, pour savoir ce qui se passe dans les bassins d'emploi. Donc ici, dans cette carte géographique, vous avez des points noirs qui sont les cas de relocalisation sur lesquels nous avons travaillé de 2005 à 2013. Et puis, vous avez leur localisation dans les différents territoires. Et les différents territoires sont classés par une étude spécifique ici en différents types de territoires. Les bleus foncés sont des territoires qui tirent bien leur épingle du jeu de la mondialisation. Ils outsourcent surtout les biens intermédiaires, ils assemblent, ils exportent beaucoup, et puis ils sont liés à l'innovation, brevets, etc. Les rouges sont les plus fragiles parce qu'ils abritent des activités esselées très vulnérables aux délocalisations et au choc, si vous voulez. Comme ces activités sont esselées, le choc qui arrive n'est pas compensé par de l'emploi dans un autre secteur, par exemple, ni par la mobilité géographique a fortiori. Et puis, vous avez les secteurs verts qui sont des secteurs ruraux qui abritent des activités économiques. Et en bleu clair, c'est des secteurs serviciels. C'est des zones d'emploi qui sont très riches en services aux entreprises, recherche et développement, marketing, etc. Et en fait, quand on observe les relocalisations, on a à peu près 20%, 17% qui reviennent dans les zones rouges. C'est des relocalisations de retour. Je crois que je vous avais parlé de ça tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est des relocalisations dites que j'appelle ricardiennes. On va dans un pays, on inverse les différences de coûts et on peut revenir fabriquer en France. Et je vous disais, finalement, il y a assez peu de firmes qui reviennent là où elles étaient initialement. Vous en avez la moitié de ces firmes qui reviennent dans les zones bleu clair, qui sont des zones riches en services et qui sont donc des zones qui offrent des services aux entreprises. Et puis 17%, 18% reviennent dans les zones bleu foncé, qui sont des zones de territoire très performants sur le plan industriel. Donc en fait, les relocalisations de retour structure conçues sont relativement plus marginales que les relocalisations dans d'autres régions que la région initiale. Alors, j'avais conclu en disant plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de tout ça? Eh bien, c'est qu'il faut s'interroger sur l'efficacité des politiques publiques. Est-ce que les politiques publiques sont efficaces par des aides aux entreprises? Je ne pense pas, parce que nous, dans cette étude-là, justement, sur l'échantillon d'entreprises qui ont relocalisé, il était exhaustif parce qu'il n'y a pas beaucoup de relocalisations. On les avait presque toutes. Et il n'y en avait que 6% qui ont utilisé les aides publiques. Et les aides publiques à la relocalisation, elles ont toujours existé. En fait, ce débat est un débat très ancien. En 2005, vous avez eu le crédit d'impôt relocalisation qui n'a pas été utilisé. En 2008 arrive donc, le gouvernement Estrosi-Sarkozy à l'époque, il veut faire une prime à la relocalisation qui va devenir ARI, aide à la réindustrialisation, qui va être reprise en 2012 dans le gouvernement Hollande et Montebourg également. Donc, quand on regarde, si vous voulez, les relocalisations, on voit qu'il y a très peu d'entreprises qui ont relocalisé du fait de l'utilisation de ces aides. Elles ont relocalisé pour des motifs objectifs. Soit elles ont robotisé les chaînes d'assemblage, que c'était plus facile d'accéder au crédit bancaire. Et bien sûr, il y a eu aussi la création d'organismes publics d'aide, de financement public bancaire qui était un obstacle précisément à la relocalisation, qui ont permis ça. Mais les aides directes n'ont pas favorisé les relocalisations.
Et l'ARI non plus n'a pas favorisé les relocalisations directement. En revanche, d'autres types d'aides qui ont été concentrées sur les territoires et sur les actions territoriales ont davantage favorisé le maintien ou la non-délocalisation ou la relocalisation. Est-ce que le protectionnisme permet de relocaliser? C'est un débat. En tout cas, il faut l'avoir au niveau européen et il faut l'avoir plutôt en termes de type de coût de transaction qu'il faut toucher. Est-ce que c'est sur le commerce de marchandises? Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout que ça changera quelque chose. Par contre, je disais ça aussi tout à l'heure tout seul. Finalement, si vous regardez ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique, si vous avez si les risques collectifs en termes d'approvisionnement public ont été pris dans ces secteurs, c'est parce qu'en fait, le jeu en valait la chandelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut à la fois autoriser des dépenses de recherche-développement très puissantes, très importantes, qui sont bien sûr protégées par les brevets s'il y a innovation par la suite, mais quand même, qu'il y a un risque radical qui est pris ici par les firmes. Il faut aussi pouvoir concentrer les ressources de l'entreprise sur le marketing, qui est fondamental ici dans ce type de secteur. Comme dans la chaussure de sport, Nike, Adidas, etc., je disais ça tout à l'heure aussi, eh bien, finalement, ce sont des secteurs dans lesquels le mode de concurrence dominant est la course à l'innovation. Et donc, au fond, une fois qu'on a repéré les blocs de compétences d'excellence, le reste peut être délocalisé dans les pays à bas salaire en fonction des avantages coûts comparatifs pour chaque segment. La seule contrainte est la contrainte de coordination et de réintégration des différents morceaux pour faire la chaussure de sport de haut niveau ou le médicament. Voilà, donc ça c'est une contrainte majeure. Et puis la différence entre les deux secteurs, c'est que l'un fait prendre des risques à la collectivité majeure, le médicament, le vaccin, etc. Tandis que l'autre, la chaussure de sport, c'est une rupture d'approvisionnement parce qu'il y a trop de juste à temps, etc. C'est la faible consommateur qui a consommé Nike ou Adidas ou autre. Donc là, mais par contre, du point de vue de la structure oligopolistique des secteurs, on n'est pas très éloigné dans la recherche d'économies de coûts pour pouvoir financer ces deux blocs de compétences, d'une part, aussi autoriser le retour sur investissement financier, hein, bien sûr, distribuer des dividendes aux actionnaires. Et pour ça, les firmes combinent ces deux logiques de division du travail, une division cognitive sur les blocs de compétences fondés sur l'excellence, et puis de l'autre, une division taylorienne qui peut être même dans certains secteurs sanguinaires, qui permet de minimiser les coûts à tous les niveaux. Donc la tige, la fabrication de la chaussure de sport, une fois qu'on a la technologie Nike pour vendre une chaussure qui soi-disant va vous faire courir extrêmement vite, après le reste c'est du standard et donc on peut le décomposer, mettre en concurrence les sous-traitants, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a trois types de délocalisation dans l'industrie pharmaceutique, par exemple. Il y a une délocalisation donc, de comportement de marge pour assurer cette contrainte en termes de R&D et de marketing, mais aussi de distribution des dividendes aux actionnaires. Et puis, il y a des délocalisations environnementales, parce que ça coûte extrêmement cher en coût environnemental de produire les médicaments en France. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, les firmes elles ne gagnent pas seulement sur le coût salarial des ingénieurs, des techniciens, parce qu'en plus, c'est une industrie automatisable. Elles gagnent aussi sur le fait que c'est lié à la chimie de base, à la chimie fine, et que la chimie est extrêmement polluante. Et donc, on peut polluer à moindre coût en Inde. Par contre, le coût de pollution en France ou dans les pays développés serait certainement internalisé, serait certainement plus élevé et aurait un impact sur le coût total du médicament. Donc, il ne faut pas seulement raisonner sur le période, il faut raisonner sur le coût total par unité produite et intégrer la norme environnementale. C'est pour ça que, plus que la question du protectionnisme, c'est la question de la taxe carbone qui pourrait être vraiment intéressante à regarder pour freiner l'incitation à dilater les chaînes de valeur, en particulier dans des secteurs qui font prendre des risques à la collectivité. Je disais pour l'industrie pharmaceutique, une partie de la recherche et développement est socialisée par la recherche publique, et puis une très grosse partie de chiffre d'affaires des entreprises est socialisée par la sécurité sociale. Donc là, on a un contexte spécifique, et puis les risques d'approvisionnement sont des risques majeurs pour la collectivité, comme on vient de le montrer avec le révéler au grand jour avec la crise de la Covid-19. Enfin, comment réguler les échanges de services et les délocalisations numériques? On voit que pour les services qui sont candidats à une délocalisabilité croissante, je parle vraiment d'hypermondialisation immatérielle dans le futur. Si on est amené à avoir une démondialisation réelle pour les biens,
on peut s'attendre à une hypermondialisation immatérielle qui va poser évidemment des fractures numériques, des déconnexions entre les pays pauvres, par exemple, et les pays les plus riches. Tout le monde ne sera pas candidat, ce sera extrêmement sélectif, mais il va y avoir une accélération des délocalisations dans ces secteurs des services, dans les services, les emplois de services, dans l'industrie ou dans les assurances, les banques, le back-office, etc. Ça commence déjà d'ailleurs. Donc là, les coûts de transaction sont nuls, les coûts de droits de douane sont nuls, il y a juste éventuellement de la régulation et de l'infrastructure numérique à avoir. Là aussi, il faut réfléchir à la régulation éventuelle, si on veut quelque chose, dans des secteurs dans lesquels, justement, les offres de services à distance se font par les technologies numériques de manière de plus en plus efficace. Alors, que faire pour favoriser les relocalisations? C'était mon dernier point. Il faut distinguer 3 types de relocalisation. Est-ce que je l'ai dit? Les relocalisations de retour, que j'appelle les relocalisations ricardiennes. On inverse les différences de coûts de main-d'œuvre par unité produite entre la Chine et la France et on relocalise. Là, finalement, si c'est ces relocalisations-là et si on offre des aides publiques pour que les entreprises reviennent, on risque quand même très fortement d'attirer des chasseurs de primes. On a vu ça avec une entreprise belge qui avait délocalisé à Bombay, qui est revenue à Roubaix pour profiter de l'avantage de la zone franche de Roubaix. Et elle n'est pas restée très longtemps, puisqu'au moment où les aides commençaient à s'éroder, elle a décidé de repartir. Donc, en fait, quand l'entreprise a des avantages qui ne dépendent pas des attributs des territoires, mais de son organisation propre, les aides publiques pour l'attirer sont des aides d'attraction biaisées en faveur des chasseurs de primes dans bien des cas. C'est la raison pour laquelle je suis très critique à l'égard des aides publiques directes aux entreprises. Donc, je préfère qu'on utilise ces aides pour les cibler sur les territoires et sur la formation, la qualification, les attributs des territoires. Il faut des politiques industrielles de filières qui doivent être concentrées sur les chaînons manquants de savoir industriel en favorisant des relocalisations de développement compétitif. C'est la deuxième logique des relocalisations. C'est ce que j'appelle les relocalisations schumpeteriennes, qui sont liées au fait qu'on sous-traitait ou on s'approvisionnait à l'étranger parce qu'on n'avait pas les savoir-faire. On innove et d'un seul coup, on peut fabriquer des biens nouveaux. Je citais la lunetterie là dans le Jura. C'était grâce à une technologie locale, médicale, radiologie qu'on a pu que cette entreprise a pu relocaliser et au savoir-faire locaux les lunettes, les montures de lunettes. Mais il y a d'autres cas dans l'informatique. La question aussi aujourd'hui des batteries qui sont facilement relocalisables, automatisables aussi, liées par exemple au fait que l'industrie automobile devrait tourner vers l'électrique, etc. Enfin, il y a toute une série de filières pour lesquels on peut observer les trous par rapport à l'industrie allemande, par exemple, et décider à ce moment-là de mettre le paquet sur ces chaînons manquants et de recomposer les savoir-faire. Et pour cela, il faut cibler les aides publiques, parce qu'il me semble que le débat n'est pas non plus porté là-dessus, mais si vous prenez le crédit d'impôt recherche, c'est un crédit dont on dit qu'il marche bien, c'est une aide dont on dit qu'elle marche bien, elle est incitatrice à l'innovation, en tout cas à l'investissement dans la recherche et développement. Elle est distribuée aux têtes de groupe, donc un groupe comme Sanofi, il en profite au niveau de cette tête de groupe et non pas au niveau des filiales qui sont en France. Elle est distribuée à tous les secteurs, 60% vendent dans l'industrie manufacturière selon le rapport de France Stratégie et 40% dans les services, dont beaucoup des services numériques bien sûr, mais aussi 5% à peu près, si ma mémoire est bonne, dans la distribution. Donc est-ce que c'est... Bon, alors on le fait pour des motifs à la fois de droit de la concurrence et aussi de laisser les entreprises révéler leurs préférences en distribuant tous azimuts ces aides sans les cibler. Mais je pense que là, il y a un vrai sujet de ciblage sur les filières manquantes, à condition là aussi de revoir la question des législations européennes en matière de droit de la concurrence. Alors, on parle aussi de créer un environnement favorable à la production en France par des commandes publiques, mais là, les commandes publiques, qu'on a eu, par exemple dans le Grand Nord, là, on a eu l'Est, des commandes publiques pour relocaliser la production, oui, mais ça va durer que le moment de la commande publique. Donc, il faut faire assez attention à ça. Ce n'est pas forcément quelque chose de pérenne. Et puis, il faut aussi, là, si on veut créer des seuils de commandes publiques européennes, il faut là aussi s'intéresser à la législation européenne et la revoir.
Enfin, dernier point, il me semble qu'on ne parle pas du tout de ça, alors qu'il faut garantir la traçabilité des chaînes de valeur mondiales. On le voit dans l'industrie du médicament, mais aussi dans l'industrie de la chaussure, mais aussi dans l'industrie. Les États ne peuvent pas demander, enfin, créer un label national et l'affecter Made in France aux entreprises. C'est contraire au code européen douanier. Et il faut ce que font les entreprises, c'est qu'elles peuvent s'inscrire uniquement à des associations d'entreprises, Origine France Garantie par exemple, et cotiser chaque année. Et selon les critères de l'association OFG, eh bien, on leur donne un label France, pas Made in France, mais OFG, par certification privée. Et il faudrait pouvoir penser, en particulier dans des industries qu'on considère comme stratégiques, à des certifications plus contraignantes qui sont des certifications publiques. Et pour ça, là aussi, il faut garantir la traçabilité des chaînes de valeur mondiale, en particulier dans les industries comme stratégiques. Qu'est-ce que c'est que ces industries stratégiques? Au-delà des effets d'annonce, là, c'est assez surprenant parce qu'on ne les a pas définis. Alors, pour un économiste, une industrie stratégique dans laquelle la stratégie, vous avez des oligopoles, par exemple, qui prennent leurs décisions en fonction de la conjecture qu'ils font sur la réaction des autres groupes. C'est des secteurs aussi à rendement croissant, des secteurs technologiques, on peut avoir une série de définitions. Mais là, on a parlé de secteurs stratégiques sans vraiment les définir, ce qui fait que finalement, ça reste assez incantatoire. Si on considère que c'est des stratégies, la stratégie, c'est que c'est une industrie, la pharmacie, qui a un impact collectif, contrairement à la chaussure de sport, qui n'a pas d'impact collectif. Ici, c'est un impact collectif. Une partie de la demande est socialisée, une partie de la recherche et développement est socialisée, et le risque d'approvisionnement est un risque collectif. Dans ce cas-là, il faut aller plus loin dans l'analyse de ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'il faut s'emparer d'une partie du capital des groupes pharmaceutiques pour mieux réguler les stratégies d'approvisionnement? Est-ce qu'on va avoir évidemment un surcoût en matière de prix des médicaments qui sera relocalisé en France? Mais est-ce que ce sera pris en charge par la collectivité? Est-ce que par exemple, on va nous sortir quelque chose qui serait par exemple un ticket modérateur pour financer le différentiel entre produire en France et produire en Inde? Et je disais, le coût pour l'industrie pharmaceutique, la délocalisation environnementale est fondamentale. Le coût environnemental en France serait beaucoup plus élevé qu'il ne l'est en Inde. Donc en fait, là aussi, comment on voit cette histoire de relocaliser l'activité des industries en France? Est-ce que les commandes publiques de l'État peuvent favoriser la relocalisation à court terme? Oui, mais encore une fois, là aussi, il faut revoir les règles européennes qui régissent les marchés publics. Est-ce qu'il faut sortir du marché certains produits, si on les considère comme stratégiques? Est-ce qu'on a dans la tête la notion de stratégie comme notion de biens communs fondamentaux? Le vaccin, et donc, est-ce qu'il faut sanctuariser ou pas la caractérisation de biens communs pour ces produits? Et dans ce cas-là, comment le faire? Et comment le faire au niveau européen? Parce qu'il y avait aussi une contradiction dans les termes. On préconisait à la fois la relocalisation sur le sol national tout en invoquant le fait que ça devait se faire au niveau européen. Bon, là, il y a quand même un certain nombre de contradictions à lever. Et puis, il faut aussi penser en termes de politique sociale, d'accompagnement, en termes d'inégalité d'accès à la consommation de biens relocalisés, qui seront nécessairement renchéris, comme dans l'agroalimentaire. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas seulement le coût de production par unité produite, d'assemblage du bien, qui, s'il est robotisé, va autoriser la relocalisation, c'est le coût total par unité produite qu'il faut regarder. Et effectivement, il y a un certain nombre de coûts qui sont des coûts importants. Si vous regardez l'agroalimentaire, les produits bio valent plus cher que les produits non bio qui viennent de l'industrie agroalimentaire, qui ne respectent pas nécessairement les normes environnementales ou qui même délocalisent ailleurs. Et ça provisionne comme pour les médicaments ailleurs. Et donc, si on veut garantir la sécurité alimentaire par la relocalisation, il faut penser le surcoût de ces biens. Et vous n'allez pas demander à un consommateur pauvre ou à de faibles revenus de consommer le même produit à 3 euros parce qu'il est bio, la même tomate, qu'à 1 euro, alors qu'il peut la trouver à 1 euro sur le marché. Donc là, il y a des inégalités évidemment d'accès à ces biens qui doivent être pensées. Donc la politique de relocalisation, c'est une politique globale. Ce n'est pas une politique qu'il faut regarder par le bout de la lorgnette de l'entreprise qui est partie et qui va revenir. C'est une politique industrielle et une politique sociale également d'accompagnement des effets induits. Donc c'est pour ça que ça n'est pas une idée, c'est finalement la relocalisation est un fait et il faut l'accompagner, la favoriser, l'inciter plus ou moins selon
les caractéristiques industrielles et les caractéristiques des produits. Alors voilà, je termine là en disant que si vous voulez en savoir plus, je laisserai cette biographie. Il y a des travaux maintenant qui sont récents, qui sont sortis. Il y a les miens, et pas seulement les miens. Il y a Guillaume Gaulier, Paul Zumal et Denis Unal sur les chaînes de valeur. Il y a d'autres types de travaux qui sont à regarder. J'achète dans ce livre qui s'appelle Sur les relocalisations. Et moi-même, je suis en train de préparer un livre à la rentrée, normalement, qui devrait être consacré aux relocalisations. Voilà. Merci pour votre attention et je suis prêt à répondre aux questions. Il y a des questions qui sont des questions un peu géographiques, puisqu'en fait, on voit que la question du territoire, de la distance s'invite dans ces questions-là. Une question tout de suite, en fait, c'est donc on voit qu'il peut y avoir une réduction de la distance des chaînes de valeur, quelque part. Est-ce que les pays africains sont bien placés pour tirer profit de la relocalisation? Et même question aussi pour les pays d'Afrique du Nord, notamment, compte tenu du fait qu'ils cumulent en fait à la fois des coûts plus faibles, mais en même temps une proximité de certains marchés aussi. Oui, ça c'est plus compliqué pour l'industrie parce qu'encore une fois, si on est capable d'automatiser les chaînes d'assemblage, de montage et de production, la relocalisation se fera dans les pays industrialisés, dans les écosystèmes plus évolués. Donc, les pays qui ont une infrastructure industrielle relativement faible, aujourd'hui en tout cas, ne sont pas nécessairement ceux qui sont candidats à la re-régionalisation des chaînes de valeur. Il n'en va pas de même pour les pays du sud de la Méditerranée, en particulier le Maroc, qui s'est vraiment bien positionné sur l'offre de fragments de production dans l'aéronautique, offre de moteurs pour Airbus, pour Boeing, qui est déjà rentré dans un processus d'émergence, d'insertion dans les chaînes de valeur. Moi, mon idée, si vous voulez, c'est que comme je m'autorise cette prospective qui est fondée quand même sur les mesures que nous faisons des délocalisabilités, je considère que le futur sera un accroissement des délocalisations d'emplois de services, de haute valeur ajoutée même. Hein. Et je pense que la carte à jouer pour les pays du Sud, la Méditerranée en particulier, c'est plutôt la question d'avoir une stratégie d'insertion par la formation, mais aussi par les technologies numériques dans ces délocalisations servicielles, parce que ces délocalisations servicielles, contrairement à l'industrie, ont besoin d'une proximité linguistique et d'une proximité culturelle, parce que c'est du face-à-face, même si c'est à distance. Donc, voilà. Donc, il y a une carte à jouer dans les services et dans le numérique pour les pays du sud de la Méditerranée, ça me paraît essentiel. En plus, il n'y a pas de problème trop de fragmentation des marchés. Par contre, il y a des risques, c'est la fracture numérique, c'est la déconnexion. Ce processus va être très sélectif. Vous voyez, là, on a perdu là, dans la connexion. Donc, il faut que les infrastructures numériques soient vraiment au point. Donc, c'est la raison pour laquelle, s'il n'y a pas une politique, là aussi, d'aide aux pays moins avancés, très forte dans ces domaines, les risques de déconnexion forcée de la mondialisation ne sont pas faibles. Donc, quelque part, on parle de l'influence des structures portuaires. On parlait beaucoup des infrastructures portuaires dans le cas des biens intermédiaires. Et maintenant, en fait, c'est les infrastructures numériques qui jouent un rôle aussi important. Alors ça, c'est mon hypothèse, mais encore une fois, il y a encore peu de travaux là-dessus, puisque c'est quand même un phénomène relativement nouveau. Mais ça vaut le coup de regarder ça, parce qu'en plus, vous avez des pays qui ont des main-d'œuvre une partie de la jeunesse qui est insérée dans l'enseignement supérieur, même si la qualité de l'enseignement supérieur pose problème. Mais les possibilités d'insertion ensuite par des politiques de formation appropriées dans ce type de segment, voilà, c'est quelque chose qui peut jouer pour se diversifier davantage et sortir soit des hydrocarbures dans le cas de l'Algérie, soit du tourisme et des segments d'assemblage dans le textile alimentaire pour la Tunisie, et pour le Maroc de poursuivre sa stratégie d'insertion dans les segments à plus forte valeur ajoutée. Pour rester sur les questions territoriales, mais peut-être infranationales, on va dire, est-ce que ces processus donc, de délocalisation et peut-être de relocalisation induisent de nouvelles dynamiques de développement territorial ou alors le prolongement des dynamiques antérieures? Autrement dit, est-ce que ça peut avoir des effets plutôt d'accentuer la fragmentation et les inégalités territoriales?
pense qu'il y a des réponses à travers les cartes que tu as fait. Oui, bah là, c'est assez, encore une fois, c'est peut-être assez compliqué à répondre très rapidement là-dessus. Euh, D'abord, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les effets sur les territoires sont très différenciés, très inégaux. Les territoires qui sont des territoires perdants et des territoires qui gagnent. Et puis, il y a des territoires qui sont dans des difficultés de recrutement, qui ne trouvent pas la main-d'œuvre qu'ils recherchent. Donc, cette question de la mobilité du travail, aussi qui reste angle mort de la politique publique. Pourquoi? Parce que d'un côté, les, le, les organisations comme le MEDEF aimeraient la favoriser, mais sans penser à l'investissement dans la mobilité, mais considèrent que les salariés qui perdent un emploi dans un bassin d'emploi choqué par les délocalisations ou par autre chose doivent pouvoir aller se relocaliser ailleurs eux-mêmes. Mais c'est coûteux. Alors là aussi, il y a eu une prime à la mobilité qui a été prise en 2005 aussi, toujours, pour favoriser. On avait fait un rapport pour le commissariat du plan à l'époque, et on était issu d'une mesure qui était insuffisante à notre goût, mais voilà, qui était 1 000 € de prime à la mobilité pour les salariés qui avaient été atteints par les restrictions dans les territoires. Et très peu ont utilisé cette prime, puisqu'en fait, bouger pour aller dans un territoire dans lequel il y a des difficultés de recrutement et s'y installer, ça coûte beaucoup plus que 1 000 €. L'investissement dans l'éducation des enfants, dans le logement, la question du logement est fondamentale. Donc, pensez aussi la mobilité. Alors, il y a une réflexion qui est menée dans les administrations. Je pense au commissariat général à l'égalité des territoires, et ça commence à rentrer maintenant. Mais commencer à réfléchir à la mobilité du travail comme un investissement et non pas comme une variable d'ajustement, ça me semble quelque chose d'extrêmement important pour accompagner les relocalisations. Pour moi, dans les politiques de relocalisation, il y a deux choses et qu'il faut vraiment séparer en termes d'objectifs, sinon on est amené à diluer les choses. Il y a des politiques qui consistent à favoriser les filières technologiques pour favoriser les relocalisations schumpeteriennes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, ce n'est pas des questions de défensives, c'est des questions extrêmement offensives. Et toutes les mesures que j'ai proposées là, vont dans ce sens. Et puis, le deuxième objectif de la politique publique, c'est de réduire la vulnérabilité des territoires au choc des délocalisations. Pour ça, il faut, pour moi, créer un observatoire des chocs locaux, des délocalisations et autres, chocs environnementaux, enfin, l'ensemble des chocs territoriaux. Donc, un observatoire d'anticipation des chocs sur les territoires. Je pense qu'il faut le faire. Et je pense qu'ensuite, il faut travailler sur les politiques de compensation qui ne sont pas automatiques, contrairement aux prédictions de la théorie économique. Il n'y a pas d'automaticité dans les compensations. En d'autres termes, ce qu'on observe, c'est pour ça que la mondialisation est si compliquée, c'est que les perdants restent les perdants et les gagnants restent les gagnants de la mondialisation. Et donc là, il faut vraiment une réflexion sur ces politiques de compensation qui sont inefficaces la plupart du temps ou inexistantes. Alors, sur les industries stratégiques dont on a beaucoup parlé de la pharmacie et on a bien fait parce que c'était les questions vives du moment, certains articles, notamment sur le site Le Monde, et moi je ne me rappelle plus l'auteur, parlaient de la résilience de l'économie et du fait que l'idée essentielle était moins de relocaliser, mais de diversifier les approvisionnements. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu public, en fait, sur ces secteurs-là, non pas de relocaliser, mais en fait de diversifier les approvisionnements? On sait la dépendance, par exemple. On a 80% des substances dans la pharmacie qui viennent, par exemple, d'un seul pays, de Chine. Est-ce que ce n'est pas plutôt une logique de diversification des approvisionnements qu'il faudrait mettre en œuvre? Mais en fait, c'est ça ce qui me gêne dans toutes ces prises de position, c'est qu'il faut mettre en œuvre. Mais ça, c'est pas l'État qui va les mettre en œuvre dans cette économie. Les entreprises elles-mêmes vont réagir par une diversification de leur offre, de leur approvisionnement. Pourquoi? Parce que ce sera moins coûteux pour elles de rechercher des fournisseurs dans d'autres pays qu'en Inde et en Chine que de relocaliser en France à cause des différents coûts cachés de la relocalisation. Il y a des coûts cachés de la délocalisation, mais il y a aussi des coûts cachés de la relocalisation dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les coûts environnementaux en particulier. Donc en fait, les entreprises elles-mêmes vont réagir par une diversification de leur offre. La seule chose le débat que j'ai introduit ici, c'est de dire si c'est une industrie stratégique, alors ça signifie qu'il faut que les contours de cette industrie soient très clairs. Il faut que l'on considère que certains produits sont des biens communs,
soit de l'humanité, soit des biens communs européens, et que cette notion de bien commun se substitue à la notion de stratégie qui ne veut rien dire. La notion stratégique ici est complètement floue. On peut dire ce sont des biens qui ont des effets externes sur la collectivité tout à fait importants. Dans la pharmacie, il faut bien savoir pourquoi les firmes agissent ainsi. C'est parce qu'en fait, les prix des médicaments sont remontés en France par l'Agence des médicaments. Donc les groupes pharmaceutiques négocient avec les pouvoirs publics, les agences de régulation, les prix. Parfois, d'ailleurs, elles ont des stratégies, elles chassent les molécules très en amont pour avoir les molécules les plus porteuses. Elles peuvent avoir aussi une volonté de se rapprocher des médicaments pour les maladies rares, dont les prix sont beaucoup plus élevés. Donc, mais il y a quand même une régulation en France, contrairement aux États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs que Sanofi a fait cette déclaration en disant que le vaccin qu'elle va avoir, qu'elle va mettre en place, si elle le met en place, sera développé d'abord aux États-Unis, parce que le marché des biens est libre. Les biens pharmaceutiques, il n'y a pas de régulation. Donc, en fait, dans la pharmacie, la régulation publique, elle est sanitaire. Elle est sur la qualité, l'efficacité des médicaments, les prix des médicaments, la socialisation de la demande. Tout ça, c'est OK. Mais il n'y a, par contre, pas de régulation de la chaîne de valeur de la production. Elle est totalement laissée à la liberté totale des entreprises. Et c'est là-dessus qu'il peut y avoir un impact, c'est sur cette traçabilité des chaînes de valeur. Là, on peut, cette taxe carbone également dont on parlait tout à l'heure, il y a tout un tas de trucs qu'on peut faire pour essayer d'inciter les firmes à moins dilater leur chaîne de valeur en les concentrant sur peu de fournisseurs et en faisant prendre ainsi des risques à la collectivité. Voilà. Après, cette notion de traçabilité, elle doit être pour tous les produits finalement. C'est une transparence, c'est ce qui va faire que les consommateurs pourront arbitrer entre la consommation d'un tel bien ou tel autre bien. Je pose une dernière question, et je m'excuse par avance de toutes les questions qu'on n'a pas pu poser. Il y avait une question sur, on a bien compris que la relocalisation ne se décrète pas, ça c'est un message important de l'ensemble de l'intervention. On sait que l'Allemagne a su garder son industrie sur le temps long d'ailleurs. Hein. On sait qu'il y a des facteurs, dont certains, vous avez déjà évoqué certains facteurs, ce n'est pas la peine de revenir dessus forcément, sur le fait qu'il y a la mécanisation a pu permettre de garder l'industrie, aussi le positionnement de gamme sur, par exemple, dans le haut de gamme, dans certains secteurs de biens de consommation notamment. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer, en fait, malgré tout, de l'exemple allemand sur comment conserver de l'industrie sur le territoire? Et en même temps, je prends une deuxième question qui vient d'arriver. Et que pensez-vous également des dispositifs territoires d'industrie qui ont été mis en place par le gouvernement en France? Oui. Bon, territoire d'industrie, je connais bien à partir de notre rapport, là, on avait assez contribué à ça. Donc, je pense que ça va dans le bon sens. Ça va dans le sens justement de focaliser les aides sur le territoire et non pas sur les entreprises. Donc, je pense que j'avais déjà répondu tout à l'heure. Sur la question concernant l'Allemagne, j'ai parlé dans mes 6 facteurs de relocalisation, il y a la question des relations intrafilières. Ça, c'est une question qu'on n'arrive pas à résoudre en France, mais bon, il y a un mal français, j'appelle ça le mal français, de l'asymétrie, du déséquilibre entre les fournisseurs, les fabricants, dans les biens de consommation en particulier, textiles, habillement, cuir, chaussures, etc., et les distributeurs. Les distributeurs ont un pouvoir de marché. C'est bien qu'on ait des grands distributeurs qui vendent à l'étranger, qui sont très bons, etc. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils ont à faire face à des fabricants qui sont atomisés de trop petite taille. Donc la taille des PME est une vraie question. Trop petite en France, ça reste vrai, ce n'est pas un mythe. Et le fait qu'elles se retrouvent face à des distributeurs qui ont le pouvoir de marché font que un certain nombre de charges sont transférées sur les fabricants qui, eux, courent après les localisations. Donc là, une question importante, c'est de regarder les relations intrafilières qu'on ne trouve pas en Allemagne. En Allemagne, un accord tacite entre les fabricants et les distributeurs a été passé dès les années 50. Parce que la délocalisation d'Allemagne, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les premières délocalisations datent de 1958, vers les pays d'Europe centrale et orientale de l'époque, quand ils étaient dans des systèmes planifiés, d'économie planifiée communistes, où ils ont organisé, par exemple, une division du travail dans l'industrie de l'habillement. La Hongrie pour le costume, la Pologne pour ceci, etc. Donc en fait, ils se fournissaient déjà très largement auprès des pays d'Europe centrale et orientale,
l'accord tacite qui était passé entre les groupes, les PME, les entreprises de taille moyenne allemandes et les distributeurs, c'est un accord tacite pour que les distributeurs se fournissent à 60% allemands. Mais pourquoi ils ont des relations de collusion, de coopération? C'est parce qu'ils ont des tailles relativement équilibrées. Alors qu'en France, on a des relations de collision, c'est-à-dire de conflit entre distributeurs et fabricants à cause simplement de l'inégalité majeure de taille. Donc les fabricants sont atomisés par rapport aux distributeurs. Ce n'est pas un mythe. On n'a pas réussi encore, du point de vue des politiques publiques, à trouver, disons, des moyens de récupérer ça. Et puis, il y a la question aussi de la spécialisation de l'Allemagne, qui est une spécialisation séculaire sur les produits de moyenne technologie, cohérents avec les produits de haute technologie et les produits de basse technologie. Donc on a des effets de filière beaucoup plus forts en Allemagne, probablement à cause des Länder aussi, qui ont des stratégies de soutien à l'ensemble des maillons de la chaîne des filières industrielles, et d'où la solidité de l'industrie allemande qui a délocalisé avant la France, bien avant les entreprises françaises, mais qui a maîtrisé ces délocalisations sur un niveau qui était celui nécessaire en fait à leur compétitivité hors coût et coût. Voilà, donc il y a effectivement des leçons à tirer de l'industrie allemande, mais ça va un peu plus loin que la question de savoir si de la spécialisation. Il faut regarder davantage les questions institutionnelles liées à la coordination des activités entre les différents maillons de la filière, des filières industrielles. Et il faut aussi regarder ça en relation avec les services. Bon, bah, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions en tout cas, et on ne peut pas épuiser le sujet. On a épuisé un petit peu le temps. En tout cas, on pourra prolonger tout ça avec les publications qu'on va remettre en ligne sur le site du Printemps. Une partie de la présentation aussi sera en ligne sur le site du Printemps. Je vous invite à lire notamment, en tout cas pour les choses qui se lisent le plus rapidement, l'article sur Alternative économique et celui sur The Conversation. Mais aussi donc aller lire le repère qui a été actualisé et qui permet vraiment de rentrer dans ce sujet. Non, ben merci à Helmut Mood, toujours fidèle. Merci pour son soutien au SES. Merci pour sa participation au conseil scientifique. Et puis ses propos toujours pour nos élèves et étudiants extrêmement pédagogiques. Un grand merci à toi.